quand je réponds agressivement à quelqu'un, je le sais, je le sens, et ça se grave dans ma sensation où je me vois faire. C'est-à-dire que ça se grave doublement dans les sens, dans la mémoire et dans la conscience. Ici, j'ai représenté des petites flèches hachurées parce que l'histoire se complique dans le sens où on transforme l'information. Comme je disais tout à l'heure, je dis bleu et tu vois vert, cette information va être transmise à la mémoire. Fausse, dans ce cas-là. Mais la mémoire, quand elle reçoit l'information, elle va associer avec d'autres éléments similaires ou contigus à cette situation, et elle va envoyer à la conscience cette information qu'elle a reçue des sens, accumulée de tout ce qu'elle a déjà en elle. Donc, et les sens vont transmettre à la conscience une information erronée. La conscience, avec tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va touiller tout pour essayer de donner une réponse cohérente. Et donc donner une réponse qui peut être à nouveau violente, s'il n'y a pas de schéma. Dans ce sens, la conscience se nourrit des éléments qu'on lui donne. Si un enfant vit dans un milieu où sa tante et son oncle vont tous les jours voler les bicyclettes du quartier, si ses parents, etc., si son milieu est violent, les modèles qu'il a et qu'il va reproduire, c'est la violence. Et en neurosciences, on a découvert, il y a déjà un bon moment, que les actes répétés produisent de nouveaux chemins neuronaux qui conduisent à des comportements quasi automatiques, donc extrêmement difficiles à changer. C'est valable pour le négatif, c'est valable pour le positif, parce que si on répète des actes positifs, on les accumule et on finit par avoir des comportements qui sont de plus en plus intéressants. Mais malheureusement, dans notre société, la répétition d'actes contradictoires s'accumule. C'est dans ce sens que j'ai créé récemment des espaces de violents anonymes, où les personnes viennent pour se libérer de l'addiction, d'une addiction. Et j'ai eu l'occasion de le faire récemment, et tout simplement, le premier participant a parlé de son addiction quand il prend le volant. Il rentre dans des colères et dans une violence irrationnelle totale, et qui, bien sûr, le fait souffrir. Après, les autres personnes qui ont commencé à parler, ça a été un peu plus profond, mais c'est extraordinaire quoi, de se rendre compte de son addiction. Et donc, ces espaces violents anonymes, peut-être qu'il faudra en créer à tous les coins de rue, mais on a la vocation d'offrir des espaces où les gens peuvent venir parler, tout simplement, de ce qui les tourmente. Alors, si je répète le schéma, je peux trouver de nouvelles réponses. On va faire une petite pause au niveau des schémas par une petite bulle, des petites bulles de réflexion que je travaille en atelier aussi. Donc on ne va pas le faire maintenant, mais peut-être que déjà ça va évoquer certaines choses. Lorsque je plonge dans une spirale de violence, ça peut arriver fréquemment. Aujourd'hui, on est contraint, on est sujet. Je suis happé, vous avez remarqué, on est happé, on est possédé par la situation, comme si on n'était plus soi-même en quelque sorte. Et c'est très difficile dans ces cas-là de prendre du recul, de sortir du conflit dans lequel on est entré. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on reste à la périphérie. La violence est très périphérique à soi, en fait, compte. À l'extérieur, comme collé au problème. On n'est plus là, on est dehors dans le conflit. À fleur de peau, comme on dit. On dit aussi, j'étais pas moi-même. Hein? Comment? J'étais hors de moi. J'étais hors de moi. Déjà, on est plus centré sur soi. Et là, si on n'est plus en soi, il peut se passer n'importe quoi, évidemment.
Donc, ce qui arrive aussi, que je veux résoudre le conflit rapidement en plus. Quand on est dans cet état-là, on veut que ça soit tout de suite solutionné. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Bon, c'est une réflexion, et donc ça mérite de faire un atelier sur comment ne pas rentrer dans cette spirale. Comment en sortir une fois qu'on a engagé. Et par exemple, on a tous l'expérience que des fois on sent qu'il faut que je m'arrête là. Parce que si je continue, je ne sais pas où ça va aller, et ça risque d'aller très loin et très mal. Et quelquefois on a ce truc qui fait qu'on dit stop. Et là on passe dans la non-violence. On ne rentre pas dans le jeu, sollicité par la situation. Mais ça s'apprend. On va le voir un peu plus loin. Tout au moins, je vais indiquer les pistes, parce que je ne prétends pas qu'aujourd'hui on voit, et en plus il est très probable que vous connaissez déjà. Par moment, quand je fais ces exposés, pour l'instant viennent souvent des gens qui sont déjà dans l'action ou dans cette sensibilité de la non-violence. Donc par moment, j'ai l'impression de venir parler comme un joueur de basket à des entraîneurs de basket. Donc c'est un petit peu... Mais bon, moi je vois bien que vous avez de l'expérience dans la non-violence, mais ça peut être des pistes que vous transmettez autour de vous. Une deuxième réflexion, c'est lorsque je me déconnecte. Lorsque je me déconnecte des situations de violence, eh bien je finis par plus la voir et ne plus sentir ni la mienne, ni celle qu'il y a dans le monde. Et ça, on voit beaucoup de cas aujourd'hui. Les gens ils regardent ailleurs. Je vois un étranger qui est là depuis tous les matins, allongé par terre. Je ne veux pas dire que je suis indifférent à ça. Mais oui, je suis indifférent. Je finis par ne plus le voir. C'est-à-dire que la violence se banalise, se normalise. Ça fait partie du paysage. C'est comme ça. C'est un exemple grossier, mais dans beaucoup de situations, c'est ce qui nous arrive. Elle est tellement omniprésente qu'on finit par ne plus la voir. Alors aussi, ça mérite un atelier d'apprendre à résister à la violence, à pouvoir la canaliser ou la rejeter. Une troisième bulle dit que la violence que je condamne chez l'autre existe aussi en moi. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça que je la vois. Sinon, je ne la verrai pas. Et ça, je la vois parce que c'est lié à mon expérience, c'est lié à ma réflexion peut-être, ou à ce que j'ai vécu dans mes expériences, et ça résonne. Sinon, on peut se demander pourquoi il y a des violences qui me touchent et d'autres qui ne me touchent pas. C'est quand même curieux. Je vois un homme battre sa femme, non, ça ne me fait rien. Je vois un homme battre un petit chien, là, non, c'est pas possible. Enfin, il y a des violences comme ça qui n'ont pas pénétré et que je ne me permets pas de faire rentrer en moi. Et c'est un peu dur d'accepter le fait que si on veut résoudre la violence, il faut commencer par la faire rentrer en soi, la reconnaître, la voir en face, oser la regarder en face, et à partir de là, oui, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Et ça amène à une sorte de conclusion qui dit que si je ne fais rien pour m'approcher de mon monde intérieur et me connecter à ma conscience, ben je suis condamné à rester dans le monde périphérique de la violence. C'est une invitation au travail personnel qui est de plus en plus fréquent, heureusement. On est de plus en plus sensible à la violence. C'est une bonne chose. Parce que souvent, actuellement, il y a des bouquins, des écrits qui disent que le monde est moins violent qu'auparavant. Peut-être physiquement, au niveau des guerres et tout ça, mais tous les autres types de violences économiques, raciales, elles sont bien présentes et institutionnelles. Et il semblerait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rejettent, où on est sensible, pour nous, l'idéal, ce serait qu'on arrive, quand on voit une situation de violence, ça nous fait vomir. On n'en est pas là. Mais il y a des situations qui font vomir. Si j'imagine quelqu'un en train de manger un bébé,
ça peut me produire des registres synesthésiques insupportables. Mais il y a d'autres. Mais si on arrivait à avoir ce même registre d'insupportable quand une personne discrimine un autre, ça pourrait être vraiment intéressant. Et l'espèce humaine, peut-être, est en train de, dans une voie de rejet systématique, viscéral, des formes de violence dans le monde. En tout cas, c'est une direction, et c'est le sens du travail que j'ai fait, en fait, compte d'arriver à voir la racine pour que je n'accepte plus les situations de violence. Alors, la conscience active, puisque je parlais tout à l'heure de violence active, le concept de Husserl, je vais reprendre la feuille. Oui, pourquoi la conscience est active? Pourquoi est-ce qu'on dit que la conscience est active, comme l'avait déjà énoncé Brentano? Et pourquoi on peut le constater empiriquement, chacun de nous, dans notre vie quotidienne? Elle est active parce qu'elle est en permanence en activité, on peut dire, jour et nuit. Il m'arrive fréquemment d'avoir un oubli ou une préoccupation et de lancer, comme je lance une interrogation, une question à ma conscience, et le lendemain matin, curieusement, je me lève, j'ai tout de suite la réponse. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas magique, c'est-à-dire la conscience continue à travailler. Et c'est très intéressant de développer ce thème de la conscience active et de développer ces interrogations que l'on se lance à soi-même et des réponses que l'on va pouvoir recevoir. Et pourquoi elle est active? On peut se demander pourquoi la conscience elle est active, pourquoi elle n'arrête pas d'arrêter. Bon, après des études d'observation et empiriques, même sur la question, ce qu'il ressort de plus évident, c'est que la conscience tend à faire un équilibre entre le monde et moi. Or, le monde aujourd'hui est en déséquilibre total, peut-être que moi aussi. Et si je n'étais pas capable de faire l'équilibre pour pouvoir continuer malgré tout, malgré la violence, malgré le chaos qui existe dans le monde, les violences barbares qui existent encore aujourd'hui, et la conscience a pour but de dire mais continue. Pourquoi? Pourquoi elle dit continue et pourquoi elle tente de faire cet équilibre entre le monde et moi? C'est pour, comment je dirais, pour se libérer de douleurs et de souffrances qui m'arrêtent, m'empêchent d'avancer. Et parce qu'on a en nous un tropisme vers la lumière, vers l'évolution permanente, on ne peut pas le nier, il y a même beaucoup d'études là-dessus. Hein. Et donc, la conscience, elle est toujours à la recherche, en plus vers le futur et non pas sur le passé. C'est d'ailleurs une des grosses différences avec les courants de l'inconscient. La conscience, elle est toujours orientée vers demain, vers le futur. C'est sa préoccupation. Ça ne veut pas dire qu'elle nie le futur. Il est là, et il est là, il nous le rappelle en permanence. Mais sa préoccupation, même si dans mon rêve et nuit, je pense à mon frère et je veux me réconcilier avec lui, c'est pas pour hier, c'est parce que demain, je veux continuer à être bien avec mon frère. Et ça, ce sont des thèmes que c'est intéressant à travailler, à observer, à faire des investigations personnelles, qui est proposé dans le laboratoire qu'on est en train de créer. Pourquoi elle est toujours à le futur? On peut le constater simplement si je vous demande quel est le plus important pour toi, hier ou demain? C'est simple, demain. Pour tout le monde, c'est demain. Il n'y a pas photo, quoi. Bon, alors, c'est très important cette notion de conscience active parce qu'on peut faire des investigations là-dessus. Parce qu'on peut interroger, on peut se lancer des questions. Et d'ailleurs, si on prend les grands philosophes, même les chercheurs en sciences, ont dit qu'ils avaient lancé dans leur conscience des hypothèses
et que subitement ils avaient l'inspiration qui leur venait dans ces... C'est exactement ce qui arrive avec cette conscience active qui est là. Comme Einstein, il le disait lui-même, hein, il disait qu'il avait, tout à coup, ça lui était tombé dessus, la compréhension, mais on ne peut pas dire que c'était parce que ce jour-là, il y pensait, ça venait de loin. Donc c'est vraiment un travail très intéressant, cette notion de conscience active. Et ce qui nous intéresse à nous par rapport au thème de la violence, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut utiliser cette conscience qui a pour aussi caractéristique son intentionnalité. Tout ce que je fais, je dis, je regarde, je touche, pense, sens, est attaché à une intention. Toujours une intention. Il y a toujours un acte qui est lancé dans le monde avec l'intention de quelque chose, d'amour, de joie, de résoudre un problème. Et donc, la conscience peut... c'est sa nature, disons. On peut dire que même si l'être humain, cette notion de nature, elle est remise en question déjà depuis longtemps, on dit que l'être humain n'est pas naturel, mais que sa propre nature, c'est le changement permanent, on le constate. C'est son état naturel, c'est le changement permanent. C'est quand même extraordinaire, comme disait Prigogine, non ? Rien n'est définitif. Le déterminisme, on s'en libère. C'est un peu paniquant, mais ce qui nous intéresse, c'est donner une intention à notre attention, en gros. Si notre conscience est intentionnelle par nature, malheureusement, si cette conscience est altérée et violente par différents aléas de ma vie, elle va peut-être intentionnaliser de la violence. Donc, comment je peux donner une intention non violente, une intention à ma conscience? Et il y a quelques possibilités pratiques. Si on reprend le schéma qui mérite d'être développé, hein, comme ça, c'est peut-être, ça vous semble peut-être schématique, c'est un schéma. Mais quand on donne une réponse dans le monde violente, par exemple, la possibilité que l'on a, c'est d'aller s'en rendre compte. Et ça paraît anodin, tout simple, cependant, c'est pas du tout évident quand on fait dans nos actions quotidiennes de se rendre compte de ce que l'on est en train de faire. Parce que il y a plusieurs solutions, mais le fait de se rendre compte d'un acte que l'on a eu va se graver. Le registre de la réponse, on appelle ça, va se graver dans l'essence. Une personne m'agresse. À mon tour, je l'agresse. Je réponds par la violence. Quand je réponds par la violence, je peux très bien me rendre compte que j'ai été violent. Et là, j'ai un moment d'arrêt. Mais cette réponse que j'ai donnée à cette personne, elle se grave dans mes sens à nouveau. Je sens que j'ai fait quelque chose qui ne coïncidait pas avec ce que j'aurais aimé faire, par exemple. Et cette information va aussi à la mémoire, à la conscience. C'est-à-dire, à nouveau, ça fait le parcours et ça va me donner la possibilité à la conscience de donner une nouvelle réponse. Ou ne pas donner une nouvelle réponse, dire il m'a donné une claque, je lui ai donné une claque, il le mérite, terminé, on arrête là, et s'il continue, je lui donne une autre. Et bon, voilà, ça c'est le schéma fréquent, habituel que l'on peut rencontrer. Mais je peux aussi fuir, dire non, non, moi j'ai rien fait, non, regardez ailleurs. Ça aussi, ça existe souvent. Ne pas reconnaître sa propre violence vis-à-vis de l'autre. Et enfin, on peut, heureusement, dire, voilà, excuse-moi, j'ai été violent à mon tour avec toi, je me suis trompé. Pardonne-moi, excuse-moi, enfin bon. C'est un acte difficile à faire. Très difficile à faire, mais il est possible seulement si
je fais, si je prends conscience de moi-même, en fait, c'est clair, non? Alors ça, c'est un procédé qu'on peut travailler dans des ateliers et qu'on peut travailler dans sa vie quotidienne, tout simplement. Fréquemment, je regarde comment je suis en train d'agir avec mon couple tous les matins, telle situation, et à chaque fois je rentre. Bon, je peux modifier. Il y a un autre travail de la conscience qui est extrêmement intéressant, que l'on appelle la perception. C'est quand la conscience va à mes sens, va détecter comment je me sens, ce que j'écoute, ce que j'entends, la violence que je vois. Je suis là, la violence se génère et je l'observe à partir de ce regard conscient. C'est très différent que s'il y a violence et puis je réagis mécaniquement, instinctivement. C'est ce regard qui permet de faire la distance entre la perception et la perception. Comme disait Leibniz, il disait que on ne perçoit pas ce que l'on aperçoit. C'est-à-dire on n'est pas conscient de ce que l'on aperçoit, de ce que l'on voit. Il y en a un autre qui parlait aussi de la perception, un philosophe qui était Kant. Il disait que c'était la connaissance la plus avancée de l'espèce humaine, quand même. C'était pas n'importe qui quand en 1750, je crois qu'il écrivait ça. C'est-à-dire cet acte que l'on a d'aller se rendre compte de mes sensations et de mes sens, c'est-à-dire de regarder avec un autre regard le monde. Je peux par exemple me rendre compte de mes tensions. Et ça, c'est pas facile à faire non plus. Bien souvent, on est tendu et on se rend même pas compte. Donc, ce travail d'imperception, maintenant, par exemple, vous pouvez observer votre propre corps. Vous m'observez moi, me regardez et vous rendre compte que vous êtes en train de me regarder avec un œil très critique, par exemple. Et ce regard aussi sur le monde permet de se rendre compte des violences. Et ça, c'est par rapport au monde dans lequel on vit, les violences raciales, économiques, religieuses, sexuelles, malheureusement, on ne les voit plus. Et avec ce regard incisif, disons, au laser, avec cette distance que l'on a, on peut commencer à se rendre compte. C'est aussi l'objet d'un atelier à développer. Donc, qu'est-ce que va faire ma conscience quand elle se rend compte que je suis tendu? Je peux très bien aller faire un exercice de relaxation. La relaxation, à mon sens, c'est peut-être l'outil, la technique la plus simple et la meilleure par rapport à la violence, par rapport au fait d'être tendu. Mais c'est un exercice d'aperception où ma conscience va pouvoir faire des actions non violentes. Si je me rends compte, encore une fois, du monde dans lequel je vis. Et demain, il y a un atelier qui a lieu, peut-être que vous ne pourrez pas venir, on va le faire demain, cette pratique. Et ceux qui ne peuvent pas venir demain, ici, il y a plusieurs personnes qui vont le reproduire dans les jours qui viennent. Nous pouvons vous transmettre les exercices que l'on va faire demain, notamment celui-ci, la perception, où il y a, vous connaissez, il y a beaucoup de techniques de relaxation. Il y en a une, par exemple, qui consiste à relâcher ces tensions externes, musculaires, ces tensions plus internes, viscérales, et ces tensions mentales. Et le premier parcours, c'est faire sentir des points du corps. Et c'est un exercice de perception, c'est-à-dire le fait que ma conscience va sentir les points du corps, très curieusement les détend. C'est même pas la peine de dire détends-toi,
C'est le fait de sentir les points du corps qui, en les sentant les uns après les autres de façon symétrique, va produire ce relâchement. On n'a pas le temps de le faire maintenant, mais si ça vous intéresse demain ou à une autre occasion, ce sera bienvenu. C'est un outil fondamental, la relaxation, évidemment. Beaucoup d'entre vous le savent. Alors il y a un autre fonctionnement de la conscience, de réversibilité, qui est l'évocation. Évoquer ma mémoire, aller dans ma mémoire intentionnellement et voir quels sont mes conflits. Tous ceux qui parlent de méditation, c'est ça en fin de compte. Je peux me rendre compte, par exemple, que j'ai du ressentiment. Et si je me rends compte, la conscience peut aller faire des exercices de méditation pour me réconcilier. Si je ne me rends pas compte que je suis en ressentiment avec une personne, avec quoi je vais me réconcilier, avec qui je ne m'en rends pas compte. Donc c'est aussi un exercice très, très important de cette réversibilité de la conscience, d'aller voir dans sa mémoire. C'est très simple à faire. Hein. On fait une méditation, on revoit sa journée ou les situations familiales, et on voit, on sent, on essaye de détecter avec qui on a une gêne, une tension, une préoccupation. Et là, on a l'outil, on a la matière pour aller le travailler après. Et bien sûr qu'il y a la méditation, mais des fois, c'est tout simple d'aller vers l'autre et de se réconcilier aussi. Par un acte qui n'est pas facile non plus à faire, évidemment. Donc, demain, on va faire aussi une expérience d'évocation, d'aller essayer de voir chacun une situation conflictuelle que l'on a vécue récemment et d'essayer de se réconcilier avec ça. En général, une constatation, c'est que moins je veux me réconcilier avec quelqu'un, plus probablement le problème est grave avec cette personne. C'est dur, mais c'est comme ça. Que si je dois me réconcilier avec un inconnu, bon, ça va, c'est facile. Mais me réconcilier avec un proche pour un conflit sentimental, c'est beaucoup plus dur. Donc peut-être que ça va mériter différentes couches à nettoyer. Comme on parle beaucoup de l'oignon, où on pense qu'on est réconcilié avec quelqu'un, mais en réalité, c'est pas encore totalement nettoyé. Une autre expérience qu'on va faire demain, c'est celle de la conscience de soi, qui est probablement la technique, qui n'est pas vraiment une technique, c'est plus un regard, une attitude, qui est la plus importante, pas seulement pour la violence et la non-violence, mais dans la vie en général, se rendre compte. C'est-à-dire, la conscience de soi, c'est un acte d'attention, comme je l'ai mis là, à soi-même et au monde en même temps, simultané. Ce n'est pas une technique, mais sa pratique génère un état de conscience différent de l'habituel. C'est une perception englobante, où l'on est attentif sans être identifié, ni à soi ni au monde. Donc, si on développe un regard ainsi à la fois critique et autocritique, lucide et tolérant, ça produit une énergie intellectuelle et émotive très forte. Et l'exercice qu'on va faire demain, mais que vous pouvez déjà dans la marche le faire maintenant, c'est d'observer. Vous me regardez, je vous regarde, on observe un paysage, et à partir d'un regard de derrière la tête, comme si vous regardiez avec vos yeux qui étaient derrière. C'est possible à faire ça. Je regarde, mais je sens que je vous regarde de derrière. Il y a quelque chose d'autre derrière moi qui me regarde regarder. Et je prête attention au paysage, à vous, et en même temps la sensation. C'est comme